Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vais peut-être recharger déjà mon topo parce que je voudrais, pendant le quart d'heure qui m'est accordé, vous montrer l'importance et l'urgence qu'il y a à reclassifier les maladies auto-immunes. Et pour ce faire, je vais repartir des thématiques de notre laboratoire qui a été créé il y a plus de 30 ans maintenant par Pierre Huinou et qui s'intéresse au lymphocyte B. Et lymphocyte B, depuis des approches en physiologie, sur le lymphocyte B normal, mais avec toujours des liens au niveau de la pathologie du lymphocyte B. Et aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous parler du lymphocyte B dans l'auto-immunité, avec, vous le verrez, des abords de lymphocyte B régulateurs. Et surtout, notre objectif toujours est d'aller vers le malade et de lui proposer des protocoles d'immunothérapie. Et sur ce quoi je vais insister le plus cet après-midi, c'est sur justement notre nouvelle conception des approches en immunothérapie. Alors, pour vous illustrer l'importance de cette reclassification, je suis parti d'une pathologie que l'on connaît bien au laboratoire, puisqu'autour de Pierre Huinou, nous avons organisé en 2009 le congrès mondial sur ce syndrome de Gougerot, ce dermatologue français qui a découvert ce syndrome sec, confirmé par la suite par cet ophtalmologiste suédois Sjögren. Quand le suspecter, quels sont les signes? Une sécheresse, syndrome sec, syndrome sécheresse oculaire, sécheresse buccale, mais aussi une fatigue extrême chez les patients pour plus de 85% d'entre eux. Et dans certains cas, mais là c'est souvent après une errance de diagnostic de 5 à 6 ans, des signes extraglandulaires qui vont se manifester et associés dans certains cas à une parodictomégalie. C'est une pathologie qui se traduit, qui se retrouve essentiellement chez la femme. Vous pouvez voir la forte prédominance féminine. Rare, difficile à dire, en tout cas le seuil actuel est plutôt autour de 0,04, donc on se situe juste en dessous du seuil défini par l'Europe de 0,05 pour définir une pathologie rare, qui va se développer à l'approche de la ménopause. La progression est plutôt lente et le problème principal quand même, c'est le risque de développement de lymphome dans 5% des cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive en bas, on assiste à un infiltrat de lymphocytes qui vont venir donc coloniser puis détruire les acinies et des glandes salivaires et lacrymales. Alors, pour comprendre une thérapie ciblée et l'intérêt d'une immunothérapie, eh bien, il faut connaître un petit peu l'immunopathologie de ce syndrome. Alors, très rapidement, on considère actuellement que ce syndrome est une épithélite auto-immune, c'est-à-dire que l'hypothèse probable et étiologique probable est une infection virale chronique qui a lieu dans cette cellule épithéliale qui, dans un environnement favorable, va du coup subir des modifications épigénétiques, être infectée de façon chronique et, de façon étonnante, va se mettre à exprimer des ribonucléoprotéines en association avec l'H-LAT classe 2. C'est-à-dire que cette cellule épithéliale se transforme en cellule présentatrice d'antigènes accidentels, va présenter tous les corécepteurs nécessaires à l'activation des lymphocytes, produire des cytokines, mais également des chémokines. Ça veut dire qu'elle va permettre le recrutement au sein de la glande salivaire de lymphocytes T et de lymphocytes B. Et les cellules vont interagir les unes avec les autres, et on sait que les lymphocytes T et les lymphocytes B vont pouvoir entraîner directement la mort, la destruction de ces cellules épithéliales. On sait même que ces lymphocytes B vont pouvoir produire des anticorps de faible affinité, produire des cytokines qui leur sont indispensables à la survie pour ces lymphocytes B autoréactifs, comme BAF, et puis par la suite, l'apoptose se faisant de plus en plus importante, la mort de ces cellules étant plus importante, des cellules dendritiques vont être recrutées et des centres germinatifs ectopiques, c'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le sein des organes lymphoïdes secondaires, vont pouvoir même être retrouvés au sein même des glandes salivaires, produire des anticorps de forte affinité cette fois-ci, entraînant une amplification de ce cercle vicieux. Alors, notre laboratoire a démontré l'importance de ces lymphocytes B au sein de cette pathologie et à différents niveaux, c'est-à-dire que certes, les lymphocytes B produisent des anticorps, mais on sait maintenant, et en l'occurrence des auto-anticorps, mais on sait maintenant que ces lymphocytes B sont aussi capables de produire des cytokines, à l'instar des lymphocytes T, c'est-à-dire d'orienter la réponse immunitaire, de favoriser cette organogénèse des tissus lymphoïdes et d'assurer même la présentation d'antigènes. Donc il était tout à fait logique pour notre équipe de proposer la première immunothérapie anti-lymphocyte B dans ce syndrome de Gougerot-Sjögren qui n'avait jusqu'à présent aucun traitement, si ce n'est des traitements symptomatiques sur la sécheresse
la douleur et la fatigue. Et cette publication, donc assez récente dans le Canal Internal Medicine, s'est soldée finalement par un résultat encourageant, mais seulement encourageant. Pourquoi ? Parce que les critères qui ont été choisis étaient des critères uniquement basés sur l'appréciation d'amélioration pour le patient d'échelle visuelle analogique, de la sécheresse, de la douleur, notamment, et de la fatigue. Et vous pouvez le voir sur ces premiers résultats qui représentent les valeurs globales. Ici, le traitement, rituximab, anti-lymphocyte B. Ici, le placebo. Là, vous voyez qu'à 6 semaines, on avait une forte amélioration. Mais quand on se place à la fin de notre étude à 24 semaines, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre de différence entre le placebo et le traitement. Alors, probablement que nos critères d'évaluation n'étaient pas les bons, puisque une analyse post-hoc montre, et ça va être à peu près le cas dans toutes les immunothérapies que l'on va tester dans l'auto-immunité, un résultat positif chez uniquement 50% des patients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde les valeurs individuelles maintenant de l'ensemble de nos 123 patients traités, vous voyez que pour certains, on a une très nette amélioration de l'ensemble des signes de la pathologie ressentie, alors que pour d'autres, on voit une absence, voire une aggravation de la pathologie. C'est-à-dire que dans le même temps, le laboratoire a continué à s'intéresser au rôle du lymphocyte B et a démontré très récemment la fonctionnalité d'une autre population de lymphocytes B dans ce syndrome de Gauge-Sjogren que l'on appelle les lymphocytes B régulateurs. C'est-à-dire que ce sont les lymphocytes B qui vont contrecarrer les réactions immunitaires et notamment être capables de réguler l'activation des lymphocytes T en stimulant une autre population de lymphocytes T, qui sont les lymphocytes T régulateurs, mais en étant également capables de favoriser la cicatrisation et la régulation des cellules dendritiques. Donc la question qu'on doit se poser, c'est chez quel patient peut-on indiquer le traitement anti-lymphocyte B ? Sûrement pas chez ceux qui ont des lymphocytes B régulateurs fonctionnels et présents. Et si je reprends ce schéma d'immunopathologie du syndrome de Gauge-Sjogren, actuellement, on a à notre, disposition le rituximab, donc ce traitement anti-CD20, mais on pourrait tout à fait imaginer traiter ces patients par un anti-BAF, belimumab, par un anti-CD22 qui va encore cibler le lymphocyte B, ou encore par un autre anticorps, abatacept, qui va empêcher l'interaction lymphocyte B, lymphocyte T, bloquer la cytokine, l'interleukine 6, bloquer la constitution des centres germinatifs ectopiques. Bref, ces traitements ont un coût énorme. C'est de l'ordre, dans ces maladies auto-immunes, de 10 000 € par patient et par an. Quid pour la société? N'a-t-on pas besoin de reclasser les maladies auto-immunes? Et en fait, on arrive à un double constat. C'est que finalement, tous ces patients ont peu de chances de se voir proposer une immunothérapie adaptée en raison de l'hétérogénéité des mécanismes moléculaires impliqués. C'est le premier point. Mais le deuxième point également, c'est qu'ils n'ont pas accès à une immunothérapie potentiellement bénéfique en raison de la classification clinique de leur maladie qui ne tient pas compte des mécanismes immunopathologiques. Et vous avez vu qu'ils peuvent être variables et différents en fonction du stade d'évolution de leur maladie auto-immune. Ça veut dire qu'il y a une importance et une urgence pour nous à identifier des signatures moléculaires spécifiques qui vont permettre aux praticiens d'adapter son traitement en fonction de voies spécifiques qui seront à cibler chez individus donnés. On va parler de médecine de précision, j'aime pas le terme de médecine personnalisée, puisqu'on fait toujours de la médecine personnalisée, on est vraiment dans de la médecine de précision. Alors, eh bien, pour y répondre, on a constitué un consortium financé par l'Union européenne, mais l'originalité, c'est qu'on est également financé par des sociétés pharmaceutiques. Et donc, on travaille ensemble. Le laboratoire brestois donc, est le seul partenaire académique sur les 28 du consortium. On travaille, bien sûr, il est avec l'équipe de Grenade qui est à la tête de ce consortium. Et vous voyez qu'on a une répartition européenne forte pour répondre à cette question. Alors, comment allons-nous procéder? Eh bien, en fait, on va partir de la taxonomie clinique actuelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des groupes de patients présentant, établis dans leur polyarthrite rhumatoïde, par exemple, dans leur syndrome de Gauge-Sjogren, dans la sclérodermie, dans le lupus érythémateux disséminé, un groupe de patients avec des maladies auto-immunes indifférenciées. On va mélanger toutes ces maladies auto-immunes et oublier à partir de ce moment-là, pour un certain temps, leurs caractéristiques cliniques.
Et à partir de là, par une analyse moléculaire très fine, sur laquelle je vais revenir dans un instant, nous imaginons pouvoir mettre en évidence une nouvelle taxonomie moléculaire de ces maladies auto-immunes, avec en fait différents groupes de patients, et on pourrait tout à fait imaginer traiter de la même façon un lupus érythémateux disséminé, d'une polyarthrite rhumatoïde ou un syndrome de Gauche-Sjogren, certes probablement à des stades différents de leur maladie, mais qui à ce stade-là présentent la même signature biologique. Et donc, qu'est-ce qui va être fait? On va partir, et on est parti, puisque c'est en cours depuis plus d'1 an maintenant, d'une cohorte transversale de 2000 patients, de 666 témoins, pour lesquels la maladie est connue, la maladie est établie, le traitement également est connu, ça veut dire qu'on aura aussi une indication sur l'influence potentielle des traitements et vont être faits de façon systématique chez tous ces patients, une analyse génomique très fine, donc on utilise toutes le potentiel des techniques omiques actuelles, une analyse épigénétique. On va également, parce que pour nous ce n'est pas suffisant, il faut également corréler avec un phénotype, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser également à toutes les populations sanguines par cytométrie en flux. On a mis au point 9 panels de 8 couleurs de cytométrie pour avoir une analyse exhaustive de l'ensemble des populations présentes dans le sang. De la même façon, on va séparer monocytes, polynucléaires, lymphocytes T, lymphocytes B et refaire ces analyses génétiques et épigénétiques pour pouvoir procéder à des analyses par déconvolution. À côté de ça, la protéomique, les profils des cytokines, les auto-anticorps et une analyse par spectrométrie de masse du métabolome de ces différents patients. En marge de cette cohorte transversale, une cohorte prospective où là, cette fois-ci, les patients seront inclus au moment du diagnostic de leur maladie auto-immune et vont être suivis à 1 an et 2 ans où l'ensemble des analyses va être à nouveau effectué. On espère donc mouliner d'un point de vue bioinformatique, biostatistique et par déconvolution l'ensemble de ces données pour ressortir les signatures biologiques, ces fameux clusters dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce sera bien sûr confirmé de la même façon sur des modèles animaux à partir du moment où les signatures biologiques vont être validées. Alors le circuit de prélèvement, juste pour vous montrer ce qui est fait à Brest. Brest étant le laboratoire d'immunologie brestois, fondé là aussi par Pierre Huinou, et étant un laboratoire de référence en auto-immunité en France et en Europe, l'ensemble des 3000 malades vont être analysés exclusivement à Brest. Toute la cytométrie en flux a été gérée par l'équipe. Et en fait, donc l'ensemble, ce qu'on a fait, c'est quelque chose peut-être qui ne vous parle pas, mais qui est unique, à savoir qu'on a réussi à mettre en miroir 11 cytomètres de marques différentes en provenance de 11 centres différents. Et donc, on est en mesure de faire une analyse qui sera sur un seul site, c'est-à-dire qu'on analysera là aussi les 30 000 fichiers en provenance de ces 3000 patients. Alors, puisqu'on a été chercher des compétences à l'Europe, on a aussi essayé de chercher des compétences localement. Et vous aviez ce matin des industriels locaux. Il n'y avait pas Serval. Serval, c'est une société d'ingénierie liée au Centre européen de réalité virtuelle qui utilise justement ces techniques dans le domaine de la simulation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette société travaille à des solutions de planification, par exemple sur des gros chantiers type EPR, sont capables de simuler des ruptures de câbles pour des grands câbleurs ou alors travailler pour des industries pétrolières et simuler ce qui se passe au niveau de leurs différents systèmes. Nous, ce qu'on va faire avec eux, c'est justement de se donner ces objectifs, d'établir des liens de causalité entre les critères biologiques et leurs manifestations. C'est-à-dire pourquoi, à partir d'une signature biologique, tel patient va se retrouver au final avec le phénotype clinique d'une polyarthrite rhumatoïde ou d'un lupus érythémateux disséminé. Et enfin, et ça c'est l'enjeu majeur à mon sens, c'est d'établir les liens de causalité entre ces critères biologiques et le traitement adapté. C'est-à-dire qu'on devra être en mesure de pouvoir dire aux cliniciens que chez ce patient, vu sa signature biologique, c'est ce traitement-là qui, en première intention, devra lui être proposé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie bien sûr les membres du consortium et bien sûr tous les membres de l'équipe d'immunologie. Merci, Monsieur Pers, pour cet exposé très brillant. Je pense qu'il doit susciter quelques questions. Qui veut poser une question? Bien sûr.
Bon, effectivement, votre présentation est extrêmement séduisante, mais la question que je me pose, est-ce que la signature biologique qui va être la base de la classification puis du traitement, est-ce qu'elle est stable? Autrement dit, est-ce qu'en cours d'évolution, cette signature restera la même ou est-ce qu'elle se complétera, se complexifiera? C'est la question et en fait, c'est aussi l'intérêt de notre cohorte prospective. C'est-à-dire que comme ces patients vont être suivis pour certains d'entre eux pendant 2 ans, on pourra voir en effet si elle évolue, parce que certains ne seront pas traités. Je pense à le syndrome de Gauche-Rojogren, il n'y aura pas de traitement. D'autres, comme la polyarthrite, pourront avoir une immunothérapie ou alors d'autres traitements plus classiques. Et on pourra voir en effet si cette signature évolue. Mais je pense en effet pour moi qu'elle évolue. Il y a des modifications épigénétiques qui sont impliquées et qui font qu'elle évolue. Et c'est pour ça que je pense que l'intérêt de cette étude, c'est de pouvoir proposer à un moment donné une thérapeutique adaptée et ciblée. Autre question? Monsieur Millot. Alors, oui, alors on a procédé, là je suis passé vite parce qu'on a procédé en 2 étapes. Tout d'abord une étude ouverte qui a été financée par un PHRC, donc sur 15 patients pour valider l'absence d'effets indésirables. Et c'est à partir de cette étude-là qui montrait une amélioration. C'était assez étonnant parce que dans cette étude, on avait 2 groupes de patients. Tout d'abord, des patients qui étaient établis dans le diagnostic depuis très longtemps et des patients qui étaient nouvellement diagnostiqués. On avait donc un meilleur effet sur les patients qui venaient d'être diagnostiqués. Ça, c'est la première chose. Et dans cette étude, de façon étonnante, on avait des doses de rituximab, de MabThera, qui étaient inférieure de moitié à celle utilisée classiquement actuellement, par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde, de dose d'1 gramme. Dans la deuxième étude, c'est les doses classiques, 2 injections qui ont été proposées aux patients classiques telles que réalisées dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Monsieur Duffier. Merci, Monsieur le Président. En ophtalmologie, on est accoutumé à prescrire de la cyclosporine en instillation locale. Quel est votre avis à ce sujet? Encore une fois, je ne suis pas ophtalmologue, mais bon, je reviens quand même d'un congrès à Bergen, sur le congrès de Sjögren. C'est vrai que c'est une possibilité et c'est une indication qui est actuellement à l'étude. Ça fait partie des protocoles en effet utilisés dans le cas du syndrome de Gauche-Rojogren. Ouais. Est-ce que vous préconisez à 0,1% ou à 2%? Ah, je ne peux pas vous répondre de façon aussi précise, désolé. Eh bien, à nouveau, merci. Et on va passer à la communication suivante.